Naked City, ou quand la littérature déshabille le rock, ou inversement. Mercredi, 11h, minuit, radio éphémère, 89.1. Je sais bien que les chemins marchent jusqu'à l'horloge dans sa cage. 5 lignes sont 5 lignes. Qui prépare les soupes, les salines, les carottes, la purée intermédiaire. Dans les abîmes de ma négritude. Bonsoir. Nous sommes mercredi 11 septembre. Il est environ 23h. Et vous êtes bien sûr éphémère pour ce 8e épisode de Naked City. L'émission qui célèbre les noces électriques de la littérature et du rock. Cette semaine, nous trébucherons ensemble sur les champs de Maldoror, véritable mythe littéraire, imbibé de morsures et de sang, de mystères et de soufre, de bougies essoufflées et de miroirs aux poitrines blessées. Édité à compte d'auteur entre 1868 et 1869, et resté dans l'oubli jusqu'à sa redécouverte par certains décadents comme Loa et Huysmans, avant que les surréalistes ne s'emparent de cet ouvrage pour en faire l'une des vertèbres fondatrices de leur cathédrale aimantée. Ce texte iconoclaste et singulier, qui plonge plume bêche dans les enfers de la langue, ne cessera de saturer les marchés noirs de la poésie et des guitares assassines. Son auteur, le non moins légendaire comte de Lautréamont, dont la vie, brève comme une mèche de dynamite allumée à la hâte, fut une succession d'errances achevées par une mort anonyme, et restera, à l'image de son œuvre, une balle tirée presque un siècle trop tôt dans la nuque de la poésie. Mais plus de temps à perdre. Les champs de Maldoror, c'est tout de suite, dans Naked City. Il y en a qui écrivent pour rechercher les applaudissements humains, au moyen de nobles qualités du cœur que l'imagination invente ou qu'ils peuvent avoir. Moi, je fais servir mon génie à peindre les délices de la cruauté. Délices non passagères, artificielles, mais qui ont commencé avec l'homme, finiront avec lui. Le génie ne peut-il pas s'allier avec la cruauté dans les résolutions secrètes de la Providence ? Ou parce qu'on est cruel, ne peut-on pas avoir du génie ? On en verra la preuve dans mes paroles. Il ne tient qu'à vous de m'écouter, si vous le voulez bien. He solicited on his town from both the raiding from
the vehicle, importing well feelings of a grand way. Oh, walking like a joke with the sinkholes to the opposite services. Exploitation of this bag is work. So the two people want fabrics of office clerks, and he lays the vices aside. Moi, comme les chiens, j'éprouve le besoin de l'infini. Je ne puis contenter ce besoin. Je suis fils de l'homme et de la femme, d'après ce qu'on m'a dit. Ça m'étonne. Je croyais être davantage. Au reste, que m'importe d'où je viens. Moi, si cela avait pu dépendre de ma volonté, j'aurais voulu être plutôt le fils de la femelle du requin, dont la faim est amie des tempêtes, et du tigre, à la cruauté reconnue. Je ne serais pas si méchant. Vous qui me regardez, éloignez-vous de moi, car mon haleine exhale un souffle empoisonné. Nul n'a encore vu les rides vertes de mon front, ni les os ensaillis de ma figure maigre, pareils aux arêtes de quelques grands poissons, ou aux rochers couvrant les rivages de la mer, ou aux abruptes montagnes alpestres que je parcourus souvent, quand j'avais sur ma tête des cheveux d'une autre couleur. Et quand je rôde autour des habitations des hommes, pendant les nuits orageuses, les yeux ardents, les cheveux flagellés par le vent des tempêtes, isolé comme une pierre au milieu du chemin, je couvre ma face flétrie avec un morceau de velours, noir comme la suie qui remplit l'intérieur des cheminées. Il ne faut pas que mes yeux soient témoins de la laideur que l'être suprême, avec un sourire de haine puissante, a mise sur moi. Chaque matin, quand le soleil se lève pour les autres, en répandant la joie et la chaleur dans toute la nature, tandis qu'aucun de mes traits ne bouge, en regardant fixement l'espace plein de ténèbres, accroupi vers le fond de ma caverne aimée, dans un désespoir qui m'enivre comme le vin, je meurtris de mes puissantes mains ma poitrine en lambeaux. Pourtant, je sens que je ne suis pas atteint de la rage. Pourtant, je sens que je ne suis pas le seul qui souffre. Pourtant, je sens que je respire. Comme un condamné qui essaie ses muscles en réfléchissant sur leur sort et qui va bientôt mener à l'échafaud, debout sur mon lit de paille, les yeux fermés, je tourne lentement mon col de droite à gauche, de gauche à droite, pendant des heures entières. Je ne tombe pas raide mort. De moment en moment, lorsque mon col ne peut plus continuer de tourner dans un même sens, qu'il s'arrête pour se remettre à tourner dans un sens opposé, je regarde subitement à l'horizon, à travers les rares interstices laissés par les broussailles épaisses qui recouvrent l'entrée. Je ne vois rien. Rien, si ce ne sont les campagnes qui dansent en tourbillon avec les arbres et avec les longues files d'oiseaux qui traversent les airs. Cela me trouble le sang et le cerveau. Qui donc sur la tête me donne des coups de barre de fer, comme un marteau frappant la plume? Les Chants de Maldoror restent aujourd'hui encore une œuvre imbibée de mystère, tout comme son auteur, le comte de Lautréamont, né Isidore Ducasse à Montevideo, avant de s'installer en France à l'âge de 13 ans, aux alentours de Tarbes puis de Pau. Il finira bien évidemment par monter à Paris, mais il ne connaîtra jamais le succès littéraire. Nous en avons l'image d'un homme seul, dans son appartement, où son concierge le retrouvera mort à l'âge de 24 ans. Ce que nous savons de lui, c'est qu'il a construit une des œuvres les plus importantes de la poésie et de la littérature française, en frappant des accords sur son piano.
tous les soirs, les réciter, construisez ce qui allait devenir les chants de Maldoror et qui allait hanter notre patrimoine littéraire. Je vous laisse découvrir à nouveau un extrait de cette œuvre terrifiante et délicieuse. Dans un moment d'égarement, je pourrais te prendre les bras, les tordre comme un âge lavé dont on exprime l'eau, ou les casser avec fracas, comme deux branches sèches, et te les faire ensuite manger, en employant la force. Je pourrais, en prenant ta tête entre mes mains, d'un air caressant et doux, enfoncer mes doigts avides dans les lobes de ton cerveau innocent, pour en extraire le sourire aux lèvres, une graisse efficace qui lave les yeux, endoloris par l'insomnie éternelle de la vie. Je pourrais, cousant tes paupières avec une aiguille, te priver du spectacle de l'univers et te mettre dans l'impossibilité de trouver ton chemin. Ce n'est pas moi qui te servirai de guide. Je pourrais, soulevant ton corps vierge avec un bras de fer, te saisir par les jambes, te faire rouler autour de moi comme une fronde, concentrer mes forces en décrivant la dernière circonférence et te lancer contre la muraille. Chaque goutte de sang réagira sur une poitrine humaine pour effrayer les hommes et mettre devant eux l'exemple de ma méchanceté. Ils s'arracheront sans trêve les lambeaux et les lambeaux de chair, mais la goutte de sang reste ineffaçable à la même place et brillera comme un diamant. Sois tranquille, je donnerai une demi-douzaine de domestiques l'ordre de garder les restes vénérés de ton corps et de les préserver de la faim des chiens voraces. Sans doute, le corps est resté plaqué sur la muraille, comme une poire mûre, et n'est pas tombé à terre. Mais les chiens savent accomplir des bonds élevés si l'on y prend garde.
Je suis sale. Les poux me rongent. Les pourceaux, quand ils me regardent, vomissent. Les croûtes et les escarres de la lèpre ont écaillé ma peau, couverte de pus jaunâtres. Je ne connais pas l'eau des fleuves, ni la rosée des nuages. Sur ma nuque, comme un fumier, pousse un énorme champignon, aux pédoncules ombellifères. Assis sur un meuble informe, je n'ai pas bougé mes membres depuis 4 siècles. Mes pieds ont pris racine dans le sol et composent jusqu'à mon ventre une sorte de végétation vivace, remplie d'ignobles parasites qui ne dérivent pas encore de la plante et qui n'est plus de la chair. Cependant, mon cœur bat. Mais comment battrait-il si la pourriture et les exhalaisons de mon cadavre, je n'ose pas dire quoi, ne le nourrissaient abondamment? Sous mon aisselle gauche, une famille de crapauds a pris résidence, et quand l'un d'eux remue, il me fait des chatouilles. Prenez garde qu'il ne s'en échappe un et ne vienne gratter avec sa bouche le dedans de votre oreille. Il serait ensuite capable d'entrer dans votre cerveau. Sous mon aisselle droite, il y a un caméléon qui leur fait une chasse perpétuelle afin de ne pas mourir de faim. Il faut que chacun vive. Mais quand un parti déjoue complètement les ruses de l'autre, il ne trouve rien de mieux que de pas se gêner et suce la graisse délicate qui couvre mes côtes. J'y suis habitué. Une vipère méchante a dévoré ma verge et a pris sa place. Elle m'a rendu eunuque, cette infâme. Oh, si j'avais pu me défendre avec mes bras paralysés, mais je crois plutôt qu'ils se sont changés en bûches. Quoi qu'il en soit, il importe de constater que le sang ne vient plus y promener sa rougeur. 2 petits hérissons qui ne croisent plus ont jeté à un chien qui n'a pas refusé l'intérieur de mes testicules. L'épiderme soigneusement lavé, ils ont logé dedans. L'anus a été intercepté par un crabe. Encouragé par mon inertie, il garde l'entrée avec ses pinces et me fait beaucoup de mal. 2 méduses ont franchi les mers, immédiatement alléchées par un espoir qui ne fut pas trompé. Elles ont regardé avec attention les 2 parties charnues qui forment le derrière humain, et se cramponnant à leur galbe convexe, elles les ont tellement écrasées par une pression constante que les 2 morceaux de chair ont disparu, tandis qu'il est resté 2 monstres, sortis du royaume de la viscosité, égaux par la couleur, la forme et la férocité.
Vous êtes toujours sur Éphémère 89.1 et vous écoutez Naked City, l'émission qui conjugue littérature et rock'n'roll. Cette semaine, nous nous intéressons au Chant de Maldoror du comte de Lautréam. Ouvrage singulier s'il en est, écrit alors que le 19e siècle s'essoufflait lentement. D'abord méconnu du grand public, les Chants de Maldoror ne seront redécouverts que par certains décadents en 1885, notamment Léon Bloy et l'immense Georges-Carl Huysmans, l'auteur d'un rebours. Mais cette reconnaissance sera malgré tout limitée. Il faudra attendre l'arrivée des surréalistes, qui verront en Isidore Ducasse, comte de Lautréam, un lointain aïeul, et qui verront dans son œuvre une des pierres fondatrices du surréalisme. Dès lors, les Chants de Maldoror entreront à jamais dans le patrimoine poétique français, voire mondial, aux côtés d'œuvres aussi sulfureuses que les Illuminations ou Une saison en enfer d'Arthur Rimbaud, ou bien des Fleurs du mal de Charles Baudelaire. Les Chants de Maldoror seront étudiés, bien qu'incompris, académiques sans lettres. Son auteur donnera son nom à des lycées. Il sera partout, connu de tous, mais lu de personne. Chaque nuit, plongeant l'envergure de mes ailes dans ma mémoire agonisante, j'évoquais le souvenir de Falmer. Chaque nuit, ses cheveux blonds, sa figure ovale, ses traits majestueux étaient encore empreints dans mon imagination, indestructiblement. Surtout ses cheveux blonds. Éloignez donc cette tête sans chevelure, polie comme la carapace de la tortue. Il avait 14 ans, et je n'avais qu'un an de plus. Que cette lugubre voix se taise. Pourquoi vient-elle me dénoncer? Mais c'est moi-même qui parle. Me servant de ma propre langue pour émettre ma pensée, je m'aperçois que mes lèvres remuent, et que c'est moi-même qui parle. Et c'est moi-même qui, racontant une histoire de ma jeunesse, et sentant le remords pénétrer dans mon cœur, c'est moi-même, à moins que je ne me trompe, c'est moi-même qui parle. Je n'avais qu'un an de plus. Quel est donc celui auquel je fais allusion? C'est un ami que je possédais dans les temps passés, je crois. Oui, j'ai déjà dit comment il s'appelle. Je ne veux pas épeler de nouveau ces 6 lettres, non. Il n'est pas utile non plus de répéter que j'avais un an de plus. Qui le sait? Répétons-le, cependant, mais avec un pénible murmure. Je n'avais qu'un an de plus. Même alors, la prééminence de ma force physique était plutôt d'un motif de soutenir, à travers le rude sentier de la vie, celui qui s'était donné à moi, que de maltraiter un être visiblement plus faible. Or, je crois en effet qu'il était plus faible. Même alors. C'est un ami que je possédais dans les temps passés, je crois. La prééminence de ma force physique. Chaque nuit. Surtout ses cheveux blonds. Il existe plus d'un être humain qui a vu des têtes chauves. La vieillesse, la maladie, la douleur, les 3 ensemble ou pris séparément, expliquent ce phénomène négatif d'une manière satisfaisante. Telle est du moins la réponse que me ferait un savant si je l'interrogeais là-dessus. La vieillesse, la maladie, la douleur. Mais je n'ignore pas, moi aussi je suis savant. Un jour, parce qu'il m'avait arrêté la main au moment où je levais mon poignard pour percer le sein d'une femme, je le saisis par les cheveux avec un bras de fer et le fis tournoyer dans l'air avec une telle vitesse que la chevelure me resta dans la main et que son corps, lancé par la force centrifuge, alla cogner contre le tronc d'un chêne. Je n'ignore pas qu'un jour sa chevelure me resta dans la main. Moi aussi, je suis savant.
Oui, j'ai déjà dit comment il s'appelle. Je n'ignore pas qu'un jour j'accomplis un acte infâme, tandis que son corps était lancé par la force centrifuge. Il avait 14 ans. Quand, dans un accès d'aliénation mentale, je cours à travers les champs, en tenant pressé sur mon cœur, une chose sanglante que je conserve depuis longtemps, comme une relique vénérée, les petits-enfants qui me poursuivent. Les petits-enfants et les vieilles femmes qui me poursuivent à coups de pierre, poussent ces gémissements lamentables. Voilà la chevelure de femme.
toujours sur Radio FMR 89.1, et vous écoutez Naked City, l'émission qui conjugue littérature et rock'n'roll. Ce soir consacré au Chant de Mal d'Aurore, une œuvre qui se veut terrifiante et maléfique, écrite par un jeune homme qui décédera quelques années plus tard, à l'âge de 24 ans. Isidore Ducasse, plus connu sous son nom de plume, le comte de Lautréamont. Cette œuvre, majeure dans la littérature et la poésie, laissera une trace indélébile dans le paysage littéraire. Beaucoup d'auteurs y feront référence, beaucoup d'auteurs en parleront. Je ne résiste pas à l'envie de vous citer quelques mots de quelques auteurs, dont Georges Carl Huysmans, l'auteur d'À rebours, qui disait, à propos d'Isidore Ducasse, que diable pouvait faire dans la vie l'homme qui a écrit d'aussi terribles rêves. À la même époque, un ami, si on peut parler ainsi, de Huysmans, le terrible Léon Bloy, qui n'avait pas la langue dans sa poche, disait, à propos du livre, « Il est difficile de décider si le mot monstre est ici suffisant. Cela ressemble à quelque effroyable polymorphe sous-marin qu'une tempête surprenante aurait lancé sur le rivage après avoir saboulé le fond de l'océan. La gueule même de l'imprécation demeure béante et silencieuse au conspect de ce visiteur, et les sataniques litanies des fleurs du mal prennent subitement, par comparaison, comme un certain air d'anodine grandiosité. Ce n'est plus la bonne nouvelle de la mort du bonhomme Herzen, c'est quelque chose comme la bonne nouvelle de la damnation. Quant à la forme littéraire, il n'y en a pas. C'est de la lave liquide. C'est insensé, noir et dévorant. » Alfred Jarry, l'auteur du Père Ubu, qui apprécie les subtilités de l'humour de Lautréamont, rendra hommage à ce dernier en parlant d'univers pataphysique lorsqu'il évoque les Chants de Mal d'Aurore. Plus surprenant, Aimé Césaire, dans son discours sur le colonialisme, propose une interprétation politique des chants que je vous invite à regarder et à découvrir. Vous l'avez compris, Les Chants de Mal d'Aurore est une œuvre incontournable de la littérature et de la poésie. Avant-gardiste, mais sans succession, sans descendant. Elle est apparue, a disparu, et nous hante à tout jamais. Dans cet endroit que ma plume, ce véritable ami qui me sert de compère, vient de rendre mystérieux. Si vous regardez du côté par où la rue Colbert s'engage dans la rue Vivienne, vous verrez, à l'angle formé par le croisement de ces deux voies, un personnage montrer sa silhouette et diriger sa marche légère vers les boulevards. Mais si l'on s'approche davantage, de manière à ne pas amener sur soi-même l'attention de ce passant, on s'aperçoit, avec un agréable étonnement, qu'il est jeune. De loin, on l'aurait pris en effet pour un homme mûr. La somme des jours ne compte plus quand il s'agit d'apprécier la capacité intellectuelle d'une figure sérieuse. Je me connais à lire l'âge dans les lignes physionomiques du front. Il a 16 ans et 4 mois. Il est beau, comme la rétractibilité des cerfs des oiseaux rapaces, ou encore
comme l'incertitude des mouvements musculaires dans les plaies des parties molles de la région cervicale postérieure, ou plutôt comme ce piège à rat perpétuel, toujours retendu par l'animal pris, qui peut prendre seul des rongeurs indéfiniment et fonctionner même caché sous la paille, et, surtout, comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie. Each time I make my mother cry, an angel dies and falls from heaven. When a boy is still a worm, it's hard to learn the number 7. Et voilà. L'épisode consacré au chant de Maldoror de Naked City touche à sa fin. J'espère que vous aurez encore une fois apprécié. Pour lire et relire de Lautréamont, rien de plus simple. Vous pouvez le trouver à peu près dans toutes les éditions. Les chants de Maldoror étant tombés dans le droit public. En ce qui nous concerne, nous nous retrouvons dans 2 semaines, en compagnie de... En attendant, et pour clore cette émission, je vous propose une dernière lecture, extraite des Chants de Maldoror, par l'immense comédien Denis Lavant. Je vous souhaite une bonne soirée, restez sur FMR 89.1, et à bientôt. Le créateur de l'univers, je lui ai toujours conservé mon amour. Mais, si, après la mort, nous ne devons plus exister, pourquoi vois-je la plupart des nuits chaque tombe s'ouvrir et leurs habitants soulever doucement les couvercles de plomb pour aller respirer l'air frais? Tenez, voyez, à travers les campagnes, l'éclair qui brille au loin. L'orage parcourt l'espace.
comme il pleut. La foudre a éclaté. Elle s'est abattue sur ma fenêtre entr'ouverte et m'a étendu sur le carreau, frappé au front. Pauvre jeune homme. Là, dans un bosquet entouré de fleurs, dort l'hermaphrodite, profondément assoupi sur le gazon, mouillé de ses pleurs. Les oiseaux, éveillés, contemplent avec ravissement cette figure mélancolique à travers les branches des arbres. Et le rossignol ne veut pas faire entendre ses cavatines de cristal. Le bois est devenu auguste, comme une tombe, par la présence nocturne de l'hermaphrodite infortuné. Pas une fibre de mon corps ne restait immobile. Et je tremblais, comme tremble la lave intérieure d'un volcan. À la fin, ma poitrine oppressée ne pouvant chasser avec assez de vitesse l'air qui donne la vie, les lèvres de ma bouche s'entr'ouvrirent et je poussai un cri. Un cri si déchirant que je l'entendis. Si la terre était couverte de poux, comme de grains de sable le rivage de la mer, la race humaine serait anéantie, en proie à des douleurs terribles. Quel spectacle! Moi, avec des ailes d'ange, immobile dans les airs, pour le contempler. C'en est fait. Quelque chose d'horrible va rentrer dans la cage du temps. Il se penche et porte la langue imbibée de salive sur cette joue angélique qui jette des regards suppliants. Il promène quelque temps sa langue sur cette joue. Oh, voyez donc. La joue blanche et rose est devenue noire comme un charbon. Elle exhale des miasmes putrides. Quelquefois, dans une nuit d'orage, pendant que des légions de poulpes ailées, ressemblant de loin à des corbeaux, planent au-dessus des nuages en se dirigeant d'une rame raide vers les cités des humains, avec la mission de les avertir de changer de conduite. Le caillou, à l'œil sombre, voit deux êtres passer à la lueur de l'éclair. Moi, celui que n'a pas pu oublier le Créateur, depuis le jour glorieux où, renversant de leur socle les annales du ciel, où par je ne sais quel tripotage infâme était consignée sa puissance et son éternité, j'appliquai mes 400 ventouses sur le dessous de son aisselle et lui fis pousser des cris terribles. Ils se changèrent en vipères en sortant par sa bouche et allèrent se cacher dans les broussailles.
Satan and Babylon are walking. They're talking of fire and of ice, of the silence that stalks in the forest, a cry spun out of the worlds, a cry spun out of the worlds. Long Satan and Babylon are moving through a world ripped away from its center. They shear through the rushes. They follow the night. They follow the night. They want everything. Long Satan and Babylon are rushing. They're hurtling away from the center of things. They're running from the inside. They're running from the inside. The wind cries through and in them, cuts through their emptiness. Hoof on stone, claw against sun. Where to look in an unknown. Where to look in an unknown. Where to search in the vast hole. Piggyback cross, oh piggy black cross, into the silence, thundering, as they only hear the silence. They only hear the silence. They do not hear the pain, but Christ sees everything. The little children are falling. They'll topple till the end of the world. They'll topple till the end of the world. Long Satan and Babylon keep running through a universe empty of sound. Though the world makes dark shadows,